Tesla perd 50% de sa valeur en 3 mois. 1000 milliards de dollars s'évaporent en une journée. Les marchés financiers sont en plein chaos. Wall Street tremble et les investisseurs commencent à paniquer. Un lundi noir qui pulvérise les espoirs de millions d'épargnants qui voyaient dans la tech américaine un Eldorado sans fin. Les 7 magnifiques, les géants qui dominent l'économie mondiale, chancellent. Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon et Tesla, aucun de ces géants n'est épargné. Alors pourquoi cette débâcle soudaine? Comment expliquer ce revirement brutal de sentiments des investisseurs? Est-ce qu'il faut arrêter d'investir en bourse? Je vous propose de plonger ensemble dans les causes profondes des turbulences que nous rencontrons actuellement et d'analyser les stratégies afin de préserver votre patrimoine sans céder à la panique. Le premier facteur, et non des moindres, c'est le revirement de perception concernant Donald Trump. Après son élection, les marchés avaient parié sur une politique pro-business avec une fiscalité allégée et surtout de la dérégulation massive. Or, la réalité s'avère assez différente. La mise en place chaotique de barrières douanières crée une incertitude majeure pour les multinationales américaines. Selon Holger Schmedding, chef économiste de la banque Berenberg, Donald Trump nuirait à la croissance tendancielle des États-Unis. Il serait synonyme de prix plus élevés pour les consommateurs et plus inquiétant encore, son discours présidentiel a changé. Fini les promesses de prospérité immédiate. Désormais, Trump évoque une période de transition et son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, parle même d'une période de désintoxication économique. Ces termes, signe d'un sevrage douloureux, font l'effet d'une douche froide sur Wall Street. Les anticipations d'inflation ont bondi en janvier pour atteindre leur haut niveau depuis novembre 2023, directement lié aux craintes sur les droits de douane. Ce rebond de l'inflation intervient alors même que la croissance économique ralentit. C'est tout simplement le scénario cauchemar pour les investisseurs. Les droits de douane agissent comme une taxe directe sur le consommateur américain, ils font grimper les prix sans stimuler l'économie, et d'après l'US Trade Commission, ces droits atteignent des niveaux historiques qu'on n'avait pas vus depuis les années 40. L'incertitude économique mondiale a atteint des sommets, comme le montrent les indices de confiance économique compilés par Bloomberg. Cette nouvelle rhétorique déclenche immédiatement des craintes de récession. Les investisseurs s'inquiètent, à raison, que les droits de douane et les coupes dans les effectifs fédéraux créent de l'incertitude et paralysent l'économie. Ce que beaucoup redoutent désormais, c'est un scénario dit de stagflation, soit une combinaison toxique entre l'inflation, qui je vous rappelle est l'augmentation des prix, et une croissance économique faible. Les analyses de Morgan Stanley alertent, l'application des barrières douanières va peser sur les résultats des entreprises, et ce, dès le premier trimestre. Côté Goldman Sachs, c'est le même son de cloche, la banque réduit ses prévisions de croissance pour l'économie américaine en passant de 2,2% à 1,7% pour la fin 2025. La probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en mai est désormais évaluée à près de 50%. Or, ce taux de la Banque centrale, de la Fed, c'est l'indicateur royal que les marchés regardent afin d'anticiper un ralentissement économique. L'éclatement de la bulle Tesla est la fin de la magie Musk. Même le magicien Elon Musk et sa bulle Tesla ne font pas exception. L'action a chuté de près de 50% en seulement 3 mois, alors même que sa capitalisation boursière avait atteint un record historique de 1500 milliards de dollars en décembre. Et cette chute, elle s'explique par plusieurs raisons. D'abord, les résultats économiques de Tesla déçoivent. On observe une baisse des ventes annuelles, et ça c'est une première. On voit également une concurrence féroce en Chine. BYD a tout simplement dépassé Tesla. Et enfin, le Cybertruck s'est écoulé à seulement 38 000 exemplaires en 2024 au lieu des 250 000 prévus. Ensuite, le double rôle d'Elon Musk comme PDG de Tesla et meilleur ami de Trump suscite des interrogations. Le marché s'interroge, ces nouvelles fonctions pourraient-elles détourner son attention de Tesla? Enfin, la valorisation de Tesla pouvait sembler décorrélée des fondamentaux économiques de l'entreprise. D'après plusieurs analystes, les véhicules électriques ne représenteraient en réalité que 25% de la valeur de Tesla, le reste étant basé sur des robotaxis et d'autres innovations qui n'existent tout simplement pas encore. La vulnérabilité des 7 magnifiques. Le poids somme toute énorme des 7 magnifiques dans les indices comme le S&P 500 crée une concentration des risques. Ces 7 entreprises représentent une part tellement importante des indices que leur simple vacillement suffit à entraîner le marché dans sa chute. Leur forte valorisation les rend particulièrement vulnérables à un simple changement de sentiment. Le consensus parmi les banques, c'est qu'il faut que soit les investisseurs revoient leurs prévisions à la baisse, ou alors que les fondamentaux économiques des magnifiques 7 s'améliorent largement. L'effet anniversaire
25 ans après la bulle Internet. Ironie du calendrier, la déroute tech du 10 mars coïncide exactement avec le 25e anniversaire de la bulle Internet qui a eu lieu le 10 mars 2000. Ce parallèle historique n'échappe pas aux investisseurs, renforçant le sentiment que peut-être que l'histoire est en train de se répéter. Les vétérans des marchés se souviennent que la bulle Internet avait éclaté lorsque les investisseurs avaient réalisé l'écart entre les valorisations stratosphériques des valeurs tech et les fondamentaux économiques qui étaient inexistant. Une situation qui peut trouver des échos dans la valorisation actuelle des géants de la tech, même si ces derniers génèrent aujourd'hui des profits considérables. Le verdict du marché, trop haut, trop vite. En définitive, cette correction brutale traduit un retour à la raison après une période d'euphorie excessive. Et pour cause, les 7 magnifiques ont atteint des valorisations stratosphériques. 3 d'entre elles, Nvidia, Microsoft et Apple, pour ne pas les citer, dépassaient les 3000 milliards de dollars de capi boursière. À titre de comparaison, ça signifie que Nvidia valait plus que le CAC 40, les 40 plus grosses entreprises françaises réunies. Il semble désormais que le marché considère que ces entreprises, aussi dominantes soient-elles, ne peuvent justifier de telles valorisations dans un contexte d'incertitude économique croissant et de politique commerciale erratique. La question n'est plus de savoir si ces entreprises vont continuer à croître, mais bien si elles peuvent le faire suffisamment rapidement afin de justifier leur cours boursier actuel. Et pour le moment, le marché a plutôt répondu non. Alors comment investir dans un marché baissier? Les marchés baissiers et les crises financières, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, et ceux qui y survivent, voire en profitent, suivent ces 4 règles ainsi qu'une règle bonus. Règle numéro 1, gérer la panique. Quand les marchés s'effondrent, notre instinct nous crie de vendre. C'est normal, on ne sait pas jusqu'où le marché va baisser et on pense agir rationnellement en se disant « je préfère me couper une main plutôt que le bras ». Mais réagir comme ça, c'est rarement la bonne décision. Pour avoir un raisonnement rationnel, il faut comprendre et accepter que les périodes de baisse font tout simplement partie intégrante des cycles économiques. Historiquement, le marché a toujours fini par rebondir. Vous m'avez bien entendu, j'ai dit toujours. Même si vous aviez investi dans le S&P 500 au pic de la bulle Internet ou de la crise des subprimes ou encore à la veille de la pandémie du Covid, vous seriez largement gagnant aujourd'hui, en 2025, et ce même après la baisse gigantesque de cette semaine. En réalité, il faut différencier 2 scénarios. D'une part, une correction, soit une baisse de 10 à 20%, dure en moyenne 54 jours. De l'autre côté, un marché baissier, donc une baisse supérieure à 20%, dure, lui, en moyenne 367 jours. À court terme, qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien tout simplement qu'à court terme, le marché est une machine à bruit, à long terme, c'est une machine à vous enrichir. Une fois qu'on sait ça, on peut tout simplement se dire qu'on est face à des soldes. On peut donc en profiter afin d'acheter les actifs dans lesquels on avait déjà confiance et sur lesquels on avait déjà construit une conviction à des prix bradés. Lorsque les prix baissent en magasin, les gens se ruent dedans. Lorsque les prix baissent en bourse, eh bien, cela devrait être la même chose. Penser de cette manière, c'est ça d'être réellement rationnel lorsqu'on investit. Et la rationalité, c'est ce qui va nous sauver dans un marché comme ça. Parce que personne, absolument personne, ne peut prédire le point bas exact d'un marché. Pas même les analyses de Goldman Sachs. Alors que faire en tant qu'investisseur particulier? Un bon réflexe, c'est de répartir vos achats dans la durée afin de limiter votre risque. Ça s'appelle aussi lisser votre variance. Cette stratégie, que vous connaissez déjà, elle s'appelle le DCA, Dollar Cost Averaging. Concrètement, à intervalles fixes, par exemple tous les premiers du mois, vous allez investir la même somme dans l'actif de votre choix. Et cet investissement, il va être totalement indépendant du prix de l'actif. De cette manière, vous acceptez quelque part de payer un peu plus cher lorsque les marchés montent, mais par contre, en période de solde, vous êtes aussi là pour acheter vos actifs. Le DCA fonctionne particulièrement bien sur des actifs volatiles comme la bourse ou les crypto-monnaies. D'ailleurs, si vous avez aussi une allocation crypto, un marché baissier, c'est exactement ce qu'il vous faut pour déployer votre DCA. Aujourd'hui, la crypto est très corrélée à la bourse et donc, lorsque la bourse baisse, la crypto baisse encore plus. Et donc, on a vu dans ces derniers jours des baisses de 20 à 30%, ce qui peut être stressant, mais aussi une opportunité afin d'aller acheter à des prix réduits. D'ailleurs, la meilleure façon de mettre en place un DCA, c'est de l'automatiser. Pourquoi? Parce que de cette manière, vous n'avez quelque part pas le choix. Que le marché baisse ou qu'il monte, votre courtier va acheter automatiquement à la date que vous avez précisé le montant défini. Et de cette façon, vous réduisez la charge cognitive et vous maximisez votre investissement. À titre personnel, j'essaye de vraiment tout automatiser, que ce soit la bourse ou la crypto, je mets en place des DCA lorsque c'est possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a lancé le DCA sur Finari en crypto et le prélèvement sur notre assurance vie, c'est pour que vous n'ayez pas à y réfléchir. Au final, que vous le fassiez sur Finari ou ailleurs, l'important, c'est d'automatiser et de passer à autre chose.
Règle numéro 2, restez rationnel. Le moyen le plus simple et le plus efficace pour vous aider à rester rationnel, peu importe la crise à laquelle vous faites face, c'est de suivre le principe de la pyramide patrimoniale. Si vous suivez la chaîne, vous connaissez déjà cette pyramide et elle se construit de bas en haut. Le socle de la pyramide, c'est votre matelas de sécurité. Et si vous n'avez pas encore de matelas de sécurité, c'est le moment idéal pour commencer. Vous allez mettre de côté entre 3 et 12 mois de dépenses courantes, à jauger en fonction de votre situation professionnelle et surtout de votre tolérance au risque. Et cet argent, il va être déposé sur des supports sécurisés et liquides. Les deux plus connus, ce sont évidemment le livret A ou le LDDS. Le compte courant, ce n'est pas un bon support pour votre matelas de sécurité, sauf s'il est rémunéré. Néanmoins, les livrets réglementaires, comme le livret A ou le LDDS, restent plus intéressants car ils ne sont pas fiscalisés. Autrement dit, les intérêts restent dans votre poche. Grâce à ce filet de sécurité, vous allez pouvoir attendre sereinement la reprise au lieu de céder à la panique. En cas de coup dur, vous n'aurez pas besoin de toucher à votre épargne boursière. Encore mieux, vous aurez même la possibilité de saisir des opportunités quand les autres seront forcés de vendre. Quelque part, les crises redistribuent les richesses et ne créent pas que des perdants. Lorsqu'on investit en bourse, il faut avoir conscience que la perte latente peut être extrêmement importante. Historiquement, le S&P 500 a ce qu'on appelle un max drawdown ou une perte maximale de près de 50% sur une année donnée. Ça, c'est déjà arrivé en 2008 et aussi en 1931. Donc un bon exercice à faire, c'est de prendre votre portefeuille boursier actuel et de vous demander ce que ça vous ferait de perdre 50% de la valeur en euros. Et ces max drawdown, ils n'ont pas empêché le marché de se relever et même d'aller beaucoup plus haut pour afficher une performance historique de 10% annualisée. Et je vous rappelle que, vu que vous êtes rationnel, vous faites du DCA et donc vous profitez de cette forte baisse. Règle numéro 3, investir en fonction de votre profil. Un marché baissier a le chic d'exacerber toutes nos émotions et donc de révéler notre véritable profil. Si vous connaissez déjà votre profil, vous pourrez constituer un portefeuille qui est adapté à votre tolérance au risque. Ainsi, vous ne serez pas surpris par les fluctuations que vous traverserez forcément. Afin d'illustrer cela, je vous propose d'utiliser les 3 profils qu'on a construits pour notre assurance vie Finari Life. Tout d'abord, vous avez le profil prudent. Vous privilégiez la préservation du capital et la sécurité. Vous pourriez renforcer votre allocation en obligations investment grade, donc de très bonne qualité, mais aussi en fonds en euros. Et vous avez également une part de liquidité. Sur Finari Life, ce profil correspond à notre allocation 50% en fonds en euros Netissima de Generali et 50% en ETF iShares Moderate Portfolio. Le profil audacieux. Vous cherchez un équilibre entre croissance et protection. C'est le moment idéal pour rééquilibrer progressivement vers plus d'actions de qualité en profitant des baisses tout en gardant une base de sécurité. Côté Finari Life, ça se traduit par 20% de fonds en euros, 80% en ETF iShares Growth Portfolio. Cet ETF comprend à la fois un petit peu d'obligations, mais surtout un portefeuille d'actions extrêmement diversifié, que ce soit de façon géographique ou sectorielle. Le profil aventurier. Vous visez la croissance à long terme et être capable de tolérer une forte volatilité. Pour vous, ce bear market n'est qu'une opportunité d'achat. Vous pouvez envisager d'augmenter vos positions en actions, en ETF et dans d'autres actifs. Côté Finari Life, vous êtes investi à 100% dans l'ETF iShares Growth Portfolio et avez donc une exposition à 90% aux actions et 10% aux obligations. Vous l'aurez compris, l'essentiel c'est de rester cohérent avec votre profil et vos objectifs, même quand les marchés s'agitent. D'ailleurs, avec ce profil, vous allez aussi apprendre à vous connaître émotionnellement et à savoir à quel point vous allez supporter de voir votre portefeuille fluctuer très fortement, surtout quand c'est rouge. Règle numéro 4, la diversification. Les 7 magnifiques ont dominé les marchés pendant des années. Tout le monde voulait du Tesla, du Nvidia ou du Apple. Tout le monde avait aussi les mêmes actions en portefeuille. Et c'est précisément ce qui a amplifié la chute. Pendant ce bull market séculaire, on pouvait lire certains de ces commentaires sur beaucoup de nos vidéos où nous parlions notamment de la diversification qu'on utilise largement sur Finari Life, mais aussi sur notre gestion privée Finari One. Aujourd'hui, ce sont des messages très différents qu'on reçoit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le contexte a radicalement changé. Nous sortons d'une période exceptionnelle qui a duré près de 40 ans. C'était une période presque magique pour les investisseurs, alimentée par plusieurs facteurs clés. D'une part, des prix de l'énergie historiquement bas, notamment grâce au boom du gaz de schiste américain qui a maintenu les coûts énergétiques sous contrôle. Ces coûts énergétiques ont eu un impact direct sur l'inflation qui était quasiment absente. Un autre point, c'est que les banques centrales ont baissé les taux d'intérêt au plancher
afin de rendre accessible le crédit, ce qui a évidemment encouragé la prise de risque. Un autre point clé, c'est l'explosion de la tech qui a complètement révolutionné de nombreux secteurs et donc comprimé les prix, ce qui a également eu un impact positif sur l'inflation. Grâce à la banque centrale et sa planche à billets et une inflation très basse, vous pouviez acheter à peu près n'importe quoi, vous étiez gagnant. Mais aujourd'hui, nous entrons dans une ère radicalement différente. Un monde qui se fragmente en blocs géopolitiques rivaux avec une confrontation croissante entre les États-Unis d'une part et la Chine d'autre part. Des tensions internationales qui s'intensifient de l'Ukraine à Taïwan, créant une instabilité quasi permanente sur les marchés. Vous avez aussi des prix de l'énergie qui sont structurellement plus élevés, notamment renforcés par les coûts de la transition énergétique et tous ces conflits internationaux auxquels on fait face. Ces coûts de l'énergie ont un impact direct sur l'inflation qui est en train de s'installer et qui est au-dessus des objectifs que se sont fixés les banquiers centraux. Ces banquiers centraux passent donc du rôle de pompier à celui de gendarme et retirent progressivement leurs mesures de soutien en augmentant les taux et surtout en coupant la machine à billets. Comme le dit Warren Buffett, la concentration vous rend riche, la diversification vous garde riche. Aujourd'hui, nous vivons la deuxième partie de cette maxime. La diversification n'est plus optionnelle, elle est obligatoire. Alors ça ne signifie pas que vous n'allez plus pouvoir faire de belles performances, mais vous devez être beaucoup plus sélectif et stratégique dans vos choix d'investissement. Connaître sa diversification, ça peut être assez compliqué, surtout lorsqu'on a plusieurs portefeuilles sur plusieurs plateformes, par exemple de l'épargne salariale, un compte titre, plusieurs contrats d'assurance vie. Sur Finari, vous allez pouvoir tout regrouper et donc voir vraiment votre exposition globale, et c'est bien ça qui compte. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Ce dimanche, vous retrouverez sur la chaîne une analyse de patrimoine que j'ai tournée il y a déjà quelques semaines. Entre le moment où l'abonné nous a soumis son profil et le moment où on a posté la vidéo, son patrimoine a presque été divisé par 2. Concrètement, cet abonné a perdu près d'1 million d'euros sur son patrimoine. Son patrimoine ultra concentré était composé à 30% de Bitcoin et à 87% de crypto. À l'extrême inverse, j'ai aussi analysé récemment le patrimoine d'un couple d'abonnés qui possédait pas mal de terres, notamment des forêts. De leur côté, le patrimoine a quasiment pas bougé parce que évidemment c'est un actif qui est assez décorrélé des marchés financiers et des crises. La chute actuelle est surtout concentrée sur les valeurs américaines, mais le monde ne se limite pas à Wall Street. Ouvrez vos horizons et allez voir par exemple du côté de l'Asie, qui fait d'ailleurs partie du MSCI World. Vous pouvez même aller encore plus loin et aller dans les marchés émergents qui, eux, ont des ETF dédiés. Et d'ailleurs, en tant qu'Européens, on devrait aussi se réjouir que notre marché local est en train de repartir de plus belle. La bourse française, par exemple, a fait plus 9% depuis le début de l'année. Pour se diversifier, il suffit en réalité de prendre les bons ETF. Vous pouvez faire un MSCI World et vous exposer aux États-Unis, à l'Europe et au Japon, mais aussi un MSCI World All Countries World Index, QWI, afin d'ajouter une composante marché émergent. D'ailleurs, l'Europe, c'est quelque chose qu'on regarde d'assez près côté Finari One, notre gestion privée, puisqu'en ce moment, on met entre 10 et 15% d'Europe dans nos portefeuilles afin d'avoir un petit peu de diversification géographique. Pas besoin de faire du stock picking et donc de sélectionner les meilleures valeurs. Avec le bon ETF ou les bons ETF, vous avez les instruments qu'il vous faut pour diversifier. Vous pouvez aussi diversifier en termes de classe d'actifs. Ne vous concentrez pas que sur les actions. Vous pouvez aussi faire donc des obligations, des cryptos, de l'immobilier, voire des terres. Tous ces actifs ont des corrélations différentes et donc ne réagissent pas de la même façon en cas de crise. Enfin, pensez à garder des liquidités ou ce qu'on appelle aussi de la poudre sèche, du dry powder, afin de pouvoir réagir. Lorsque Warren Buffett, qu'on surnomme aussi l'oracle d'Omaha, a commencé à vendre massivement ses positions, tout le monde s'est demandé ce qui allait bien se passer. Buffett, qui a historiquement beaucoup investi dans Apple, a récemment liquidé une bonne partie de sa position afin de récupérer plus de cash. Au premier trimestre 2025, sa société Berkshire Hathaway détenait plus de 350 milliards de dollars de cash, un record historique pour eux. Alors pourquoi Warren Buffett est-il allé si tôt vers le cash ? Eh bien, encore une fois, il suffit d'aller voir l'une de ses citations. Soyez craintif lorsque tout le monde est avide et soyez avide lorsque tout le monde est craintif. Si la baisse se confirme, le marché passerait de l'avidité à la crainte et donc il faudrait suivre les pas du grand Warren Buffett afin de dégainer votre poudre et d'aller sélectionner les bonnes valeurs. Avec le marché baissier, on pourrait bien passer de l'avidité à la crainte et donc ceux qui ont du dry powder de côté pourront sélectionner les meilleures opportunités. Avec des liquidités, vous pouvez agir. Si vous êtes à sec, vous allez tout simplement être un spectateur dans un bain de sang. Règle bonus, filtrez le bruit médiatique.
Les médias et les réseaux sociaux adorent les paniques et la crise. La crise, ça fait peur, ça génère des clics, des vues, plus d'engagement. Mais ce bruit constant, il va nuire à votre jugement. Focalisez-vous plutôt sur les faits et non les émotions, sur les tendances de fond et pas les fluctuations quotidiennes. Rappelez-vous, les marchés baissiers font partie du cycle économique et ne sont donc pas quelque chose qu'on doit craindre, mais plutôt une opportunité à saisir. Ils offrent des prix soldés sur des actifs qui restent de qualité. Ils testent votre discipline et votre patience. Ils séparent aussi les investisseurs d'un côté des spéculateurs de l'autre. Donc la question que je vous pose, c'est dans quelle catégorie voulez-vous être? Dans un marché baissier, l'émotion dominante, c'est la peur. À l'inverse, dans un marché haussier, c'est l'euphorie. Ces émotions sont toutes les deux extrêmement dangereuses pour vos investissements. Alors si c'est la première fois que vous les ressentez en investissant, sachez que ça va bien se passer. On va traverser le tunnel et on se retrouve de l'autre côté.